Ce soir, 2 cas de variant Omicron confirmés à Ottawa, un autre au Québec. Jusqu'à quel point cette nouvelle menace vient changer la donne? La spécialiste en médecine moléculaire Nathalie Granvaux répond à nos questions. Ottawa dépose un projet de loi plus sévère pour interdire les thérapies de conversion. Avec Geneviève et Daniel, on analyse le menu législatif du gouvernement d'ici le congé des fêtes. Et les conservateurs continuent d'accuser les libéraux de ne rien faire pour contrer la hausse du coût de la vie. On fait le point sur l'inflation avec l'économiste et nouveau sénateur indépendant Clément Gignac. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Alors que l'arrivée du nouveau variant Omicron inquiète les autorités sanitaires un peu partout sur la planète, les ministres de la Santé du G7 ont été convoqués à une réunion d'urgence aujourd'hui. Au Canada, les premiers cas du variant ont été identifiés chez 2 voyageurs d'Ottawa qui ont transité par Montréal. Pendant ce temps, du côté de Québec, le ministre de la Santé confirme qu'un cas du nouveau variant a été détecté dans la province. Christian Dubé explique comment la province entend se préparer à l'arrivée de ce nouveau variant. Ce que l'équipe du Dr Arruda puis nos spécialistes regardent 2 choses. La première chose, c'est ce qu'on appelle l'échappement vaccinal. L'échappement vaccinal, c'est en fait comment ce nouveau variant-là résiste au vaccin que nous avons. C'est pas encore confirmé que le variant est capable de passer à travers les vaccins. Donc, avant de prendre des décisions très importantes, par rapport à la vaccination qui est déjà très forte chez nous, il faut comprendre quel est l'échappement vaccinal. Et la deuxième chose, est-ce que ce virus-là, parce qu'on entend toutes sortes de choses depuis quelques jours, est-ce que ce virus-là est plus virulent ou plus contagieux ou c'est le contraire? Je fais le point maintenant avec Nathalie Granvaux, qui est professeure en biochimie et en médecine moléculaire à l'Université de Montréal. Bonsoir, Nathalie. C'est un plaisir de vous retrouver, même si c'est pour parler d'un nouveau variant. Bonsoir. Bonsoir, Esther. Bon, ce nouveau variant Omicron présente un risque très élevé au niveau mondial, selon l'Organisation mondiale de la santé. À quel point c'est inquiétant, selon vous, l'apparition de ce nouveau variant? C'est certain qu'avec ces particularités biologiques, ces mutations, la communauté scientifique et médicale est inquiète tant qu'on n'aura pas des données qui nous confirment s'il y a des changements au niveau de la pathogénicité, si c'est plus sévère, est-ce que ça se transmet plus, est-ce que les vaccins sont toujours efficaces. Alors, en attendant d'avoir ces réponses-là, on est inquiet, c'est sûr, mais il n'y a pas lieu non plus de paniquer. Il faut juste s'assurer de continuer nos mesures de santé publique. Est-ce qu'on sait à ce moment-ci si les personnes atteintes de ce nouveau variant sont plus malades, ont plus de symptômes? Il y a quelques cas décrits, mais c'est trop tôt pour en faire des conclusions qui pourraient être pertinentes parce qu'il peut y avoir des biais dans les quelques personnes qui ont été étudiées jusqu'à maintenant. Donc, pour l'instant, on ne peut pas faire de conclusion sur la sévérité, mais on va le savoir d'ici peu parce qu'on a vu que ce variant a été détecté dans plusieurs pays. Aujourd'hui, il y avait quand même une annonce qu'il y avait plusieurs centaines de cas suspectés au Royaume-Uni. Alors, plus on va avoir de patients qui vont avoir été atteints, plus on va en connaître justement sur la pathogénicité et la virulence de la maladie associée. Ouais. Il y a plusieurs choses donc qu'on ignore sur ce nouveau variant, mais on sait qu'il présenterait beaucoup plus de mutations que le variant Delta. Expliquez-nous, qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de plusieurs mutations, de plus de mutations? Qu'est-ce que ça signifie? Oui, en fait, c'est assez surprenant, hein. Même pour un virologiste, la quantité de mutations, effectivement, elle est différente de ce qu'on connaît d'habitude. Alors, vous savez, la fameuse protéine spike qui est à la surface des virus, c'est celle qui est reconnue par les anticorps générés par les vaccins, c'est celle qui permet au virus de s'accrocher à nos cellules. Et quand le génome du virus est muté, ça va changer les composants de cette protéine et ça va affecter sa capacité à se lier puis à être reconnue par les vaccins. Et donc là, on a un nombre de mutations qui sont énormes par rapport à ce qu'on a connu, même avec le Delta. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que ce virus s'est multiplié beaucoup pour pouvoir avoir autant d'erreurs. Alors, c'est quand même un élément assez surprenant, même en virologie. Oui, parce que on pense aussi que ce nouveau variant Omicron est très transmissible, peut-être plus que le variant Delta. Est-ce que, justement, on peut s'attendre à ce que ce variant Omicron devienne dominant, un peu comme Delta avant lui? S'il est capable de au moins compétitionner avec Delta, c'est certain qu'on va le voir dominer
à un certain moment. Par contre, pour l'instant, il faut se méfier de cette augmentation de transmissibilité à cause du fait que l'épidémiologie, là où il a été dépisté au départ, en Afrique du Sud, au Botswana, est un petit peu différente par rapport au nombre de cas qu'ils avaient. Par contre, aujourd'hui, on nous a dit qu'au Royaume-Uni, on suspectait plusieurs cas, mais ces cas étaient noyés dans la masse du Delta parce qu'ils ont beaucoup de cas en ce moment et au niveau du séquençage, ils ne l'avaient pas identifié. Donc, est-ce qu'il y a vraiment une plus grande transmissibilité, une compétition avec Delta? Ça reste à déterminer, mais si c'est le cas, évidemment, on va le retrouver partout. Ouais, je veux revenir avec vous sur l'efficacité des vaccins. Vous le disiez tout à l'heure, on ignore pour le moment si les vaccins disponibles nous protègent contre Omicron. Quand est-ce qu'on va être fixé à ce sujet-là? C'est probablement les réponses qu'on va avoir le plus rapidement parce que les chercheurs académiques et les compagnies pharmaceutiques ont accumulé beaucoup de sérums de patients qui ont été vaccinés. Donc, ils les ont, ces échantillons-là, et ils peuvent tester l'efficacité des anticorps générés par les vaccins dans ces sérums contre, comme on dit, la neutralisation du virus. Et ça, en général, dans les 2 prochaines semaines maximum, on va déjà avoir des premières données préliminaires assez sérieuses pour nous permettre d'alerter si jamais les vaccins perdent de leur efficacité. Donc, encore 2 semaines à pas savoir. Si jamais les vaccins actuels ne sont pas efficaces, évidemment, c'est pas ce qu'on souhaite, là. À quoi on pourrait s'attendre? Ben, c'est certain que si les vaccins ne sont pas efficaces, on ne pense pas qu'ils vont perdre leur efficacité globale parce que ce qu'on appelle l'immunité, elle est ce qu'on appelle polyclonale dans notre jargon à nous, c'est-à-dire qu'elle reconnaît plusieurs endroits de la protéine spike. Alors même s'il y a des mutations, même si là il y en a beaucoup, on espère quand même qu'il y a une certaine partie de l'immunité qui va être préservée. Elle sera peut-être pas aussi efficace. Alors ce que ça va vouloir dire, c'est qu'il va falloir garder encore de manière plus stricte les mesures de santé publique. Et je dirais que le port du masque est probablement la mesure la plus importante si la vaccination, l'efficacité est diminuée, mais on n'est pas rendu là encore. Oui, sur les mesures de santé publique, justement, les mesures à prendre face à cette nouvelle menace, le gouvernement de l'Ontario demande au gouvernement fédéral d'exiger que tous les voyageurs qui entrent au pays soient testés pour limiter les dégâts au Canada. Est-ce que ça vous semble une bonne solution? Ben, c'est certain que si on veut limiter la transmission, il faut tester, dépister et isoler. Ça reste toujours ce que vous savez, les 3 choses qu'on disait au début de la pandémie. Mm-hmm. Donc, tester les gens qui arrivent de voyage et pour pouvoir les isoler rapidement, c'est une solution. Est-ce que c'est possible de tester tous les voyageurs au rythme de voyage qu'il y a actuellement? On n'a plus vraiment de frontières fermées de manière significative. Ça, c'est une autre histoire au point de vue logistique. Par contre, au moindre symptôme, c'est certain que les voyageurs doivent s'auto-isoler, ça c'est certain, mais il faut limiter la transmission, donc tester au moindre symptôme, c'est nécessaire. En tout cas, c'est un nouveau variant Omicron qui vient brouiller les cartes, c'est moins qu'on puisse dire. Je vais vous entendre en terminant sur l'équité vaccinale. On sait que les pays les plus pauvres ont reçu jusqu'à maintenant une fraction, en fait, des vaccins disponibles sur la planète. Si on n'améliore pas l'équité vaccinale à travers le monde, est-ce qu'on va être condamné à vivre continuellement avec des nouveaux variants de la COVID-19 comme on le fait présentement, là? Ben, c'est certain, vous savez, on en a discuté souvent. J'ai toujours dit qu'une stratégie qui serait locale de santé publique serait vouée à l'échec parce que la pandémie, elle est mondiale et ce qui fait qu'un variant peut émerger, c'est que le virus circule, se transmette. Alors, si on le laisse se transmettre à l'autre bout du monde, eh ben, il va nous revenir, puis on va avoir un effet boomerang, il va venir nous frapper encore, avec un risque que les vaccins soient plus efficaces. Donc, il faut, oui, protéger la population ici, mais il faut surtout pas protéger la population dans le monde et je pense que le Canada a un rôle important à jouer, ne serait-ce que pour la disponibilité des vaccins, mais aussi travailler sur la réticence à la vaccination parce que certains pays ont des vaccins, mais les gens sont réticents à se faire vacciner et ici, on voit que, mine de rien, ça a très, très bien fonctionné. Oui, Nathalie Granvaux, spécialiste en médecine moléculaire plutôt. On est probablement reparti pour une autre ronde d'entrevues avec ce nouveau variant. Merci beaucoup, c'est toujours éclairant. Merci pour votre disponibilité. Merci à vous. Bonne soirée. Je retrouve Geneviève et Daniel, nos politologues en résidence. Alors, bonsoir à vous deux. Bonsoir. Toujours sur le nouveau variant Omicron, Ottawa a annoncé vendredi la fermeture des frontières à tous les voyageurs en provenance de 7 pays d'Afrique australe. Geneviève, d'abord, est-ce que les libéraux de M. Trudeau ont appris leur leçon de leur gestion des frontières au tout début de la pandémie, vous pensez?
Jusqu'à présent, oui, c'était la chose à faire. Puis on avait entendu Doug Ford puis François Legault le réclamer assez rapidement. Puis les libéraux n'ont pas hésité. Maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on va augmenter la restriction? Est-ce qu'on va mettre cette mesure-là pour tous les voyages? Parce qu'on commence à voir l'inquiétude un peu partout sur la planète. Et donc, est-ce que ça suffit de cibler seulement certains pays? Ou bien il va falloir étendre ça à tous les voyageurs qui sont à l'étranger? Puis là, ça pourrait peut-être causer un casse-tête au gouvernement parce que qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui sont aux États-Unis, par exemple, en Europe? Est-ce qu'il y a un traitement différent? C'est là qu'on va voir un peu si les libéraux sont prêts à faire face à cette nouvelle inquiétude-là avec le nouveau virus. Ça viendrait effectivement compliquer les choses. Daniel, on le sait, on ne sera pas en sécurité face à la COVID tant que la planète ne sera pas en sécurité. Bref, tant que la planète ne sera pas vaccinée. Est-ce que le Canada devrait faire plus pour l'équité vaccinale, comme lui demande le gouvernement de l'Ontario? Tout à fait. Le Canada devrait faire plus et ses partenaires internationaux aussi. Je pense que on ne sortira pas de la pandémie sans que les taux de vaccination augmentent de façon importante, surtout en Afrique où les taux de vaccination là, dans l'Afrique subsaharienne sont vraiment très bas. Et donc, il faut faire preuve de solidarité, mais c'est une solidarité qui est quand même intéressée parce que, en fin de compte, si on aide les pays les plus pauvres, à vraiment accélérer le processus de vaccination. En fin de compte, ça va profiter à tout le monde, y compris évidemment au Canada. Bon, cela étant dit, on est dans la deuxième semaine de travaux à Ottawa qui commence. Là, le gouvernement a déposé aujourd'hui son nouveau projet de loi plus sévère pour interdire les thérapies de conversion au Canada. Le but, c'est de rendre illégales les pratiques qui visent à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne. Geneviève, est-ce que c'est un projet de loi important pour les libéraux? Pas vraiment dans ce sens que c'est pas un sujet qui va changer les choses. Je veux dire, il y aurait d'autres projets plus importants si on changeait les programmes fondamentaux, si on augmentait les paiements de transfert aux provinces, par exemple, si on réformait le secteur de la santé. Donc, c'est pas une politique publique majeure pour l'ensemble des Canadiens. C'est quand même un projet de loi important. C'est très important pour certaines personnes qui sont prises avec ce problème-là. Alors, pour cet aspect-là, oui, très certainement. Mais je le vois plus comme un projet de loi pour aller un peu tester l'eau, si vous voulez, au Parlement, là, puis voir un peu la réaction des partis d'opposition. Puis je pense aux conservateurs. Ça va mal faire paraître les conservateurs. On va encore parler des conservateurs pour les mauvaises raisons. Puis on sait qu'il y a un débat au sein entre les conservateurs dits sociaux et les autres conservateurs, et donc certains s'opposent à ce projet de loi-là. Alors, quelle place va donner M. O'Toole à ses troupes? Est-ce qu'ils vont en débattre? C'est ça qui va être intéressant de faire. Alors que ce soit le premier projet de loi, pour moi, ce que ça me dit, c'est qu'on va être beaucoup plus partisan que ce qu'on pensait là, dans ce Parlement-là. Puis on va pas hésiter à vouloir donner des coups à l'adversaire pour voir un peu comment il va réagir, puis justement essayer de le faire mal paraître. Oui, parce que Daniel, on s'attend en effet à ce que le NPD, le Bloc québécois, appuie ce projet de loi-là, mais la moitié du caucus conservateur, on le sait, s'était opposé à la première tentative du gouvernement Trudeau. Est-ce que c'est justement une épine dans le pied d'Erin O'Toole que ce projet de loi, comme le pense Geneviève? Qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? Je suis d'accord avec Geneviève, c'est un piège tendu pour les conservateurs et puis ça va fonctionner. Donc, écoutez, c'est difficile avec la question de la vaccination, évidemment, qui est plus importante pour la majorité de la population, où les conservateurs vraiment ont des problèmes et ça va s'ajouter par-dessus les problèmes qui existent déjà. Donc, oui, ça sera pas, je pense, un moment glorieux pour les conservateurs si en termes là, d'image publique, parce que la majorité des Canadiens s'opposent à ces thérapies-là. Et oui, c'est un enjeu qui est quand même qui concerne vraiment relativement peu de Canadiens, mais ça a une portée symbolique importante et on veut mettre les conservateurs mal à l'aise en commençant vraiment avec ça. Ouais. Je vais vous entendre maintenant sur le reste du menu législatif du gouvernement d'ici Noël. Les libéraux espèrent, on le sait, faire adopter 4 projets de loi, incluant celui sur les thérapies de conversion. Geneviève, est-ce que ça vous semble un agenda réaliste d'ici la pause du temps des fêtes? Il reste quand même pas 3 semaines, là.
C'est faisable, mais en même temps, si on le fait, on va le faire de façon accélérée parce qu'il reste justement 4 semaines. Et donc, tout le processus normal législatif où on a des témoins qui viennent parler en comité, puis où on explore, où on étudie attentivement chacun des projets de loi, peut-être que ça va pas être suffisant. Alors, j'ai l'impression que le gouvernement ne donne pas l'impression qu'il veut vraiment être à l'écoute des parlementaires, c'est-à-dire des gens de d'autres partis. Faut pas oublier qu'il est minoritaire quand même, là. Et donc, cette écoute-là n'est pas là. Alors, si le gouvernement veut le faire en 4 semaines, il va probablement pouvoir le faire, mais je pense que la démocratie s'en portera pas nécessairement mieux parce que justement, on peut se demander est-ce que c'est nécessaire de précipiter les choses alors qu'il n'y a pas vraiment urgence. Oui, c'est des choses qu'il faut régler assez rapidement, mais si on se dit ça fait quand même 2 mois qu'on attend que le Parlement travaille depuis l'élection, ça se demandait pourquoi il y a urgence maintenant, là, à quelques semaines de Noël. Oui, c'est ça. Daniel, vous attendez à quoi d'ici le congé des fêtes de la Chambre des communes? Oui, ça va être difficile pour les libéraux d'adopter ces 4 projets de loi-là. Et puis si on, comme Geneviève le dit, si on le fait, ça a l'air précipité. Puis si on le fait pas, c'est un signe de faiblesse, hein. Je pense qu'on a attendu longtemps avant déjà de nommer déjà le nouveau cabinet et ensuite d'avoir donc le nouveau Parlement qui commence quand même assez tard. C'est une décision des libéraux. On aurait pu le faire 1 ou 2 semaines plus tôt. Et là, ça aurait été plus facile d'adopter ces 4 projets de loi-là. Donc, c'est un peu bizarre parce que oui, on a perdu des mois à cause de ces élections fédérales-là que peu de gens voulaient. Et donc, c'est une situation un peu paradoxale. Oui. Un mot en terminant sur le phénomène de l'inflation qui continue de prendre de l'ampleur. Les conservateurs, de leur côté, continuent d'accuser le gouvernement de ne pas en faire assez pour lutter contre la hausse du coût de la vie. Geneviève, est-ce que ça vous semble un thème payant pour les conservateurs à ce moment-ci? Oui, c'est payant parce que c'est un problème réel. Les gens peuvent clairement voir ce qui se passe. On va à l'épicerie puis on voit effectivement que les prix ont augmenté. Les acheteurs de première maison le savent aussi très bien. Et c'est économique. C'est surtout ça, cette dimension-là. Les conservateurs ont finalement trouvé leur niche, je vous dirais. C'est un parti de l'économie et il doit talonner le gouvernement sur l'aspect économique. Et d'ailleurs, le gouvernement Trudeau dit très peu de choses pour la relance économique puis pour régler les problèmes. On attend toujours le prochain budget. Il n'y avait aucune mention dans le discours du trône sur l'équilibre budgétaire, par exemple, le redressement des finances publiques. Et donc, très certainement, les conservateurs peuvent marquer des points en espérant que d'autres sujets ne viennent pas monopoliser l'attention, comme la vaccination. Ça, effectivement, ils vont devoir essayer de régler ce problème-là aussi. Daniel, votre avis là-dessus? Oui, je pense que c'est une épine au pied des libéraux et que ça risque de continuer. Mais là, avec le nouveau variant de la COVID, si la pandémie redevient un aspect vraiment central de la vie des gens, ça va avantager les libéraux. Mais si l'inflation continue d'être vraiment une question clé pour les Canadiens, je pense que ça va avantager les conservateurs et que ça leur donne une occasion vraiment de mettre de l'avant leurs idées sur le plan des politiques économiques, des politiques fiscales. Mais en même temps, il ne faut pas qu'ils exagèrent parce qu'on sait bien que l'inflation, c'est pas, même si ça peut être lié à des politiques gouvernementales, les politiques aussi de la Banque du Canada, c'est quand même aussi un phénomène qui est inséparable vraiment de conditions internationales qu'on contrôle pas. Et donc, il faut aussi qui quand même essaie d'adopter un discours où on met des propositions de l'avant et on essaie de montrer qu'on est différent des libéraux, mais sans devenir un peu ridicule et dire que les libéraux sont responsables à 100% de la situation actuelle, parce que c'est pas le cas. Geneviève et Daniel, merci beaucoup et au plaisir de vous retrouver lundi prochain. Merci. Merci. Au revoir. J'en discutais il y a un instant, le thème de l'inflation a encore monopolisé la période des questions cet après-midi à la Chambre des communes. En fait, presque toutes les attaques des conservateurs portaient sur ce sujet. Voici un extrait des échanges. L'ancien directeur des politiques économiques de Statistique Canada, Philippe Cross, a déclaré une situation très claire. Il a dit que le gouvernement était responsable de la situation inflationniste d'aujourd'hui. Je le cite au Financial Post. « Les décisions du gouvernement ont contribué à alimenter l'inflation. Le gouvernement doit travailler à éliminer le déficit, sinon ça va accentuer la pression sur les taux d'intérêt qui vont grimper. Que va faire le gouvernement plutôt que d'ignorer le problème? » L'honorable vice-première ministre. Monsieur le Président,
Président, le député d'en face voudrait faire croire aux Canadiens que l'inflation est un problème fait au Canada. Les Canadiens et Canadiennes savent que ce problème existe dans la plupart des pays du monde. En fait, pas plus tard que la semaine dernière, c'est le chef d'opposition a admis qu'il s'agit d'un phénomène mondial. J'ai donc une question à poser à mon tour au député du Parti conservateur. Qui est le leader de la politique économique du Parti conservateur? Et justement, pour poursuivre sur l'inflation, je retrouve Clément Gignac, qui était jusqu'à tout récemment encore économiste en chef au groupe financier IA et qui est maintenant sénateur indépendant, nouvellement assermenté de la semaine dernière. Alors, bonsoir, M. Gignac. Bonsoir, Mme Bégin. Avant de vous parler de votre nouveau mandat au Sénat, j'aimerais discuter avec vous de l'inflation. Le taux annuel d'inflation au Canada est passé de 4,4 % en septembre à 4,7 % au mois d'octobre. Au Québec, il a même atteint 5,3 %. On dit que c'est du jamais vu depuis février 2003, en fait depuis 18 ans. Je vous demanderais d'abord, tout simplement, tout bonnement, qu'est-ce qui explique ce phénomène? Bien, en fait, il y a plusieurs raisons, mais comme vous savez, la définition d'inflation, c'est la hausse de prix sur 12 mois. On se souviendra que le 12 mois, on parlait quasiment de déflation parce qu'on était encore en pleine pandémie, en tout cas en plein milieu de la pandémie. Donc, oui, ça fait des chiffres qui font peur. Pour toute une génération, on n'a pratiquement jamais vu ça, 4,7 %. Mais si on faisait un glissement sur 2 ans pour prendre avant la pandémie, on voit que le taux d'inflation annuel moyen serait d'environ 2 %. Donc, il n'y a pas de quoi encore s'alarmer, quoique il y a quand même des signes là, de changement, pas juste conjoncturel, structurel, dont la chaîne d'approvisionnement mondial qui est affectée. Oui, et on voit ça a un impact effectivement sur le prix des biens de consommation. L'opposition à Ottawa, Clément Gignac, tente de politiser l'enjeu de l'inflation depuis la reprise des travaux aux communes la semaine dernière. Les conservateurs reprochent au gouvernement Trudeau de ne rien faire pour contrer l'inflation. Ils soutiennent aussi que la situation est pire au Canada que dans presque tous les autres pays, sauf les États-Unis. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que l'inflation est pire au Canada qu'ailleurs dans le monde? Bien, c'est sûr que c'est tentant un peu de politiser la situation. Faut penser que chaque pays est différent. Nous, les comparables les plus pertinents, c'est toujours avec les États-Unis. Et comme vous l'avez dit, c'est moindre ici, le taux d'inflation qu'aux États-Unis. Par contre, vous savez, ça serait quand même exagéré de mettre ça juste sur le dos du gouvernement Trudeau. Évidemment, je suis pas là pour le défendre, vous l'avez mentionné, je suis un sénateur indépendant, mais c'est surtout dû à la chaîne d'approvisionnement mondiale qui est affectée, qui fait en sorte que là, on a rareté des biens, hausse des prix, mais il y a également toute la demande qui est très, très forte. Il faut dire que les gouvernements, pas juste le gouvernement Trudeau, mais l'ensemble des gouvernements ont donné quand même pas mal d'argent, supporté, on va le dire comme ça, l'économie. Et là, à ce moment-là, la demande est très forte. On a des problèmes de chaîne d'approvisionnement. Et là, nous voilà avec une accélération de l'inflation. Ça me fait penser, Esther, à ce qu'on avait vu, non pas dans les années 70, mais après la Seconde Guerre mondiale. Là, il fallait revoir toute la chaîne d'approvisionnement qui, à l'époque, était orientée en fonction des efforts militaires. Et là, il y avait une demande très forte qui venait du civil. Et donc, ça avait pris 2-3 ans avant qu'on puisse avoir un accalmie au niveau de l'inflation. Oui, et là, on se sort encore d'une période exceptionnelle avec la COVID. On n'en est pas encore sorti, mais quand même, on vient de vivre une période assez exceptionnelle. Clément Gignac, le problème de l'inflation a quand même été mentionné dans le discours du trône présenté mardi dernier à Ottawa. L'inflation semble être donc sur le radar du gouvernement. Est-ce que c'est au gouvernement canadien de s'attaquer à l'inflation ou si ça revient plutôt à la Banque du Canada? Bien, écoutez, c'est surtout au niveau de la Banque du Canada que les outils pour pouvoir lutter contre l'inflation, habituellement, c'est par des hausses de taux d'intérêt, on le sait. Mais encore est-il qu'il faut vraiment juger, voir si c'est transitoire, comme on le pense, ou c'est de nature plus permanente. Et ça, Esther, la différence, là, c'est au niveau des salaires. Si vous avez une accélération très forte des salaires, qui irait au-delà de 4 à 5 %, là, vous auriez vraiment une inflation qui ne serait pas temporaire, qui s'incrusterait, et ça pourrait signifier des temps plus difficiles au niveau des hausses de taux d'intérêt. Mais pour l'instant, ce n'est pas trop le cas. Oui, il y a un rattrapage au niveau des salaires, mais on peut certainement pas accuser les salaires comme étant la source d'inflation. Donc, pour l'instant, je pense que c'est la bonne décision de prendre un certain temps au niveau de la Banque du Canada, mais il faut pas se leurrer, là, les taux resteront pas à zéro non plus bien longtemps. Donc, on observera des hausses de taux d'intérêt à compter du printemps.
Et là, c'est surtout les gens qui sont les plus endettés ou que ça va faire un peu plus mal à ce moment-là. Oui, parce qu'on peut se demander justement quelles conséquences l'inflation va finir par avoir sur les familles canadiennes. Et vous le dites, ça pourrait avoir des conséquences à court, moyen terme. Oui, l'impact, c'est souvent, là, on parle de 18 à 24 mois avant d'avoir un impact parce que souvent, les gens ont signé des hypothèques. Dans certains cas, même des termes de 5 ans. Donc, c'est sûr que, ils ont signé des termes de 6 mois, 1 an. Lorsque ça vient à renouvellement échéance, là, ça commence à avoir plus d'impact. Mais vous savez, il faut revoir. Je pense que le gouvernement canadien aussi, on voit les efforts. On l'a vu au niveau du gouvernement du Québec. Venir en aide, on va donner des chèques aux gens qui sont plus démunis. C'est un chèque ponctuel pour contrer l'inflation. L'aide au logement également. Donc, les gouvernements ont des outils. Mais en même temps, il faut voir, là, si c'est récurrent ou pas. Et ça, on n'aura pas la réponse avant probablement un autre 12 à 18 mois. C'est vraiment au niveau de la chaîne d'approvisionnement mondiale pour voir si les choses vont s'améliorer comme on le pense là, en 2022. Oui, vous parlez d'un 12 à 18 mois. Est-ce que ça veut dire que les prix vont continuer à grimper pendant cette période? On peut pas l'exclure parce que vous voyez, avec les nouveaux variants, là, il pourrait y avoir du confinement, des fermetures temporaires, des délais de livraison, puisqu'il y a beaucoup de nos biens qui sont importés du côté de l'Asie ou bien de l'Europe. Donc, à ce moment-là, il peut y avoir une rareté au niveau des biens. La poussée au niveau des services également. On voit que les gens ont le goût de voyager, ont le goût de dépenser. On a des hausses de prix qui se limitent pas juste à quelques biens. C'est répandu au niveau des services. Donc, oui, je pense qu'avant de dire que ça va aller mieux, ça se pourrait qu'on ait des hausses de prix qui se poursuivent pendant encore quelques mois, avant de voir une accalmie qui peut-être se pointerait juste le nez là en deuxième moitié de 2022. Oui, on va espérer en tout cas qu'on va éviter le pire. Je veux vous entendre avant de vous laisser aller sur votre nouveau mandat au Sénat. Vous avez donc été assermenté la semaine dernière à titre de sénateur indépendant. Vous êtes un économiste reconnu et chevronné. Avant ça, vous avez fait de la politique sur la scène provinciale au Québec. Quel mandat vous vous êtes donné, Clément Gignac, au Sénat plutôt? Qu'est-ce que vous espérez accomplir au Sénat? Bien, pour les auditeurs qui vous suivent, ils savent très bien c'est quoi le rôle du Sénat. Hein? C'est un rôle de second regard par rapport aux législations. Fait que moi, je me suis donné 2 objectifs. Un qui est beaucoup plus large, c'est-à-dire qu'au niveau du Sénat, la perception que les Québécois ou les Canadiens peuvent avoir du Sénat, que le Sénat est efficace et sérieux. Et depuis 2015, c'est vraiment un Sénat indépendant. Les nouvelles nominations, je pense qu'il y en a 60 qui ont été nommées depuis 2015. Donc, pour essayer de faire les bonnes choses. Ça, c'est au niveau là, plus large. Au niveau plus personnel, vous savez, comme sénateur, je pense qu'on peut aussi avoir de l'influence sur nos élus. Donc, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est les finances publiques et c'est également au niveau des enjeux reliés au changement climatique. Donc, mon objectif personnel, je me suis fixé, étant donné qu'on est là jusqu'à l'âge de 75 ans, c'est peut-être que dans 4-5 ans d'ici, là, j'aurai 70-71 ans, d'être à la tête d'un des comités, si mes collègues sont d'accord, que ce soit le comité sur les finances publiques, pour s'assurer qu'on a une trajectoire soutenable au niveau de nos finances publiques ou celui au niveau de l'environnement énergie, parce qu'il faut trouver des voies de passage là, entre les gens qui veulent absolument création de richesse à tout prix sans égard à l'environnement ou les écologistes plus purs et durs qui n'ont aucun développement. Donc, c'est ça qui sont mes priorités, là, ou disons mes objectifs, je devrais dire, plus à moyen et long terme, Esther. Alors, on va continuer à vous suivre. Clément Gignac, sénateur indépendant, est toujours un économiste éclairant et intéressant. Alors, merci de vos lumières et bon mandat au Sénat. Merci beaucoup. Toujours un plaisir. Au revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce lundi 29 novembre sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.